Hypoglycémie. C'est pas bon, d'être. C'est un peu ça la bouche. J'ai faim, mais c'est pas bon, d'être. Bienvenue à NDUP, où chercheurs, praticiens et praticiennes discutent de la décolonisation de la médecine depuis le continent africain. Aujourd'hui, pour cet épisode 4 de la saison 1, j'ai l'honneur de discuter avec mademoiselle Honorine Aïssa Soma depuis Farakoba au sud-ouest du Burkina Faso, à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso, dont je salue au passage les voisins et les voisines, notamment du secteur 5. C'est pendant ces années que j'ai fait la connaissance du formidable personnage qu'est Honorine et du projet qu'elle portait à l'époque, celle de la clinique Wouloubougou. Il faut régulièrement le mettre au sein, ok? Voilà. Si d'ici après-demain, il n'y a pas de lait, il faut que tu reviennes me dire. Je ne promets pas, peut-être que Pascaline passera te voir, mais on verra. En fonction de si on n'a pas trop à faire ici. Sinon, si tout se passe bien, qu'il n'y a aucun problème, on te voit mardi prochain. Une semaine, vous deux bien sûr, toi et bébé. Ok? Tu as des questions? C'est vrai qu'au fait, elle n'est pas grande. Bonjour Honorine. Bonjour Oumi. C'est un plaisir que tu nous honores de ta présence à NDUP aujourd'hui. Peux-tu nous parler de ton parcours de femme et de professionnelle de soins? Merci Oumi, le plaisir est partagé. C'est aussi un honneur pour moi de pouvoir parler, parler de santé, de vie, de l'Afrique, de la décolonisation du système et tout ça. Alors moi, je suis née à l'ouest du Burkina, dans une petite ville qui s'appelle Banfora. Donc j'ai eu un parcours scolaire plutôt tranquille. Et entre cette ville-là et Bobo-Dioulasso, et jusqu'au collège, le collège, j'ai fait tout le collège à Bobo-Dioulasso. Je n'avais pas tellement accès aux opportunités de me questionner, mais quel est ton métier de rêve? Bien sûr que j'avais des métiers de rêve, mais on n'en discutait pas avec les adultes. On n'en discutait pas parce que les enfants n'avaient pas d'imagination, n'avaient pas tellement le choix dans les familles moyennes comme la mienne. Donc, j'étais plutôt dans je pourrais dire, des rêves de juvéniles sur la base des métiers ou des disciplines qui me passionnaient. Je sais que entre-temps, j'étais tellement bien en biologie que je pensais que je devenais enseignante de biologie. En temps, j'étais amoureuse du sport. Je pensais que je devenais prof de sport. Et c'était pareil pour l'anglais. À un moment, j'ai découvert le droit, la magistrature. Je pensais que je deviendrais magistrate. Bref, tout sauf un métier de la santé, sauf la biologie qui me rapproche quand même de la santé humaine. Et par la force des choses, quand mon père a décidé de me rappeler à l'ordre que avoir le BPC pour une femme dans mon contexte, c'était tellement énorme que il était inutile de rêver avoir un parcours universitaire. C'était choquant, mais je l'entendais, j'entendais ce qu'il voulait dire et je comprenais. Et j'ai essayé de différer, de faire la sourde oreille, mais à un moment, il fallait céder, donc voilà. Et lui, pour mon père, le BPC, une femme, tu es infirmière, tu es mariée et puis tu as une vie réussie. Je l'entendais sortir ce discours-là. Donc, il faut que tu ailles à l'école de la santé pour faire une formation d'infirmière. Et moi, effronté depuis le berceau, je vais quand même à l'école de la santé. Et puis, je vais pas pour m'inscrire en infirmière comme papa l'a voulu, mais je vais voir quelles sont les possibilités. J'explore, j'analyse par rapport à mon niveau scolaire aussi.
Et puis, j'avais deux options par rapport à mon niveau, ou technologiste biomédicale ou sage-femme. J'avoue que j'ai dû réfléchir pour faire le choix. Et entre-temps, ça a été le choix de m'inscrire dans la faculté pour faire des études de sage-femme qui m'ont amené 3 ans durant à Ouagadougou, à la capitale, la première fois que je mets pied à la capitale. À la fin de la formation, diplôme en poche, bah, on est sur le marché de l'emploi. J'ai eu la chance de faire partie des premières qui ont immédiatement accédé à l'intégration à la fonction publique. Et je me suis retrouvé à un premier poste au sud-ouest, totalement dans la zone des Gawa, à plus de 300 kilomètres de Ouagadougou. Quelles étaient tes observations dans la formation de sage-femme? Déjà, est-ce que c'était que des femmes? Et quelles sont les observations, en fait? Qu'est-ce qui t'a marqué à l'époque? Alors, j'avoue que moi-même, quand je faisais le choix, c'est le fait que c'était des soins orientés pour les femmes. C'est pas que le nom que je connaissais, mais je savais que les sages-femmes, c'est elles qui suivaient la grossesse et l'accouchement, c'est elles qui suivaient la santé gynécologique des femmes. Ça a été moi mon premier déclic par rapport à cette profession-là. Et aussi, je suis rentré quand même à l'école très jeune par rapport au contexte. Je suis rentré à 19 ans à l'école des sages-femmes. J'étais une des plus jeunes de la classe. Donc, autant les cours théoriques étaient fluides parce que j'avais quand même un niveau de terminale scientifique. Et le premier jour en stage pratique n'était pas donné. J'ai pas été bien. Mais j'étais entourée de femmes dont j'ai encore souvenir de la bienveillance, qui voyaient que j'étais pas bien, que je transpirais, qui m'ont proposé de m'asseoir, qui m'ont donné un verre d'eau. Et c'est très vite passé. Ça a duré une journée. Le lendemain, et j'étais de nouveau sur le même terrain de stage, mieux adapté, mieux dans ma peau et prête à affronter ce, ce métier à laquelle je m'engageais. Tu parles en fait d'inconfort pendant le stage pratique. Est-ce qu'il y avait en fait un écart entre le cours théorique et le stage pratique que tu as fait? Qu'est-ce que tu as observé? Quelles sont des surprises en fait éventuellement que tu as pu avoir une fois les pieds dans le monde réel de la santé? Il y a un tel écart entre la théorie et la pratique. C'était un choc. Je ne sais même pas comment appeler ce choc-là, mais c'était un choc. Là, le cours théorique est magnifique, hein. On nous décrit la science magnétique et les soins obstétricaux, les soins infirmiers, l'hôpital, le vrai hôpital où il y a des draps, où on change tout, où on nettoie, où il y a plusieurs qualifications, il y a une synergie d'action d'équipe. Mais tu arrives sur le terrain. Alors, j'avoue que mon premier terrain de stage, c'était pas non plus une des maternités les plus dominées de la capitale. C'était d'ailleurs une maternité moyenne de gamme qui était pas mal équipée, qui était assez propre. Mais l'odeur y est, la saleté y est. Et le défilement, quand même marché, c'était un monde infernal pour moi. C'était un énorme écart. Je pensais plutôt que tu avais une patiente, tu as une dame qui allait accoucher, tu prenais le temps, tu étais là pour elle, présente. Mais j'ai pas compris que c'était au fait une usine à fabrique de bébés où tu n'as pas le temps de passer. Bref, c'était assez étourdissant ce premier jour-là. D'accord. Et au fil des stages sur les autres terrains, j'ai compris que ça marchait comme ça dans la plupart des maternités du Burkina, surtout en ville. D'accord. Et est-ce que tu peux en fait revenir sur ce monde infernal que tu décris? Pendant combien de temps tu es resté dans l'hôpital public à Ouagadougou? Est-ce que tu as parcouru d'autres maternités, d'autres services? Alors, en 3 années de formation, c'est une année scolaire, hein, c'est 9 mois. C'est au moins 6 mois de stage, pas que en maternité, mais 90% en maternité. J'ai fait d'une dizaine de maternités de la ville de Ouagadougou.
Donc oui, j'ai passé 45 jours à 1 heure de Ouagadougou dans une maternité de campagne où c'était plutôt, je retrouvais ce rythme tranquille où tu n'étais pas débordé et où la seule sage-femme titulaire euh, pouvait faire confiance aux stagiaires, nous laissait prendre nos responsabilités. En même temps, nous étions en 3e année, hein, c'était la dernière année de formation, donc on était quand même, on avait de l'expérience, donc on pouvait faire les choses de nous-mêmes, prendre nos responsabilités en salle d'accouchement et c'était une moyenne de 2 naissances par jour. Et ça, vraiment, on était 2 stagiaires, donc tout allait bien, même si les 2 arrivaient au même moment. Chacune avait la latitude de prendre le temps, de prendre soin de la même personne de bout en bout. Et ça, je garde un très beau souvenir. Et je me demande si mon attache même du milieu rural n'est pas partie de là. Je garde un très beau souvenir. Je me suis sentie, je me retrouvais. Et aujourd'hui, tu es à la tête d'une clinique de brousse à Ouloubougou et j'aimerais que tu nous en parles. Mais la première des choses, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller t'installer à Farakoba après tes expériences dans le service public et pourquoi Farakoba? Alors, depuis mon entrée à l'école de santé, en réalité, je rêvais de travailler dans le privé, pas dans le public. Et cela n'a pas empêché que j'ai fait plus d'1 dizaine d'années dans le public. Après, j'ai eu de l'expérience en ONG et dans le privé. Alors, le privé, mais je ne l'envisageais pas non plus en milieu rural. Le fait de m'installer, du choix de Farakoba, de la zone rurale, est venu au fil du temps et de l'expérience dans ma pratique de la profession, que ce soit dans le public ou dans le privé. J'ai pas mal travaillé en milieu rural et chaque fois que j'y ai été, je me sentais utile là-bas. C'est là où ça manquait, c'est là où il y avait vraiment le besoin et donc j'avais besoin d'avoir de l'impact, d'être vraiment utile. Et en ville, je ne dirais pas qu'il y en a assez, mais c'est le milieu rural manque encore 10 fois plus que la ville. Donc voilà la première motivation du milieu rural et aussi sans oublier que c'est vrai, j'aime la nature, j'aime la campagne et voilà, j'aime les endroits zen, tranquilles. Honorine, tu es quand même quelqu'une qui est à contre-courant des professionnels de santé qui sont plutôt autour des villes, là où il y a plus de services, où il y a plus de demandes, il y a plus de ressources. Toi, tu as choisi d'aller en brousse et d'installer ta clinique. C'est quand même quelque chose d'assez pas courant, en fait. C'est assez particulier. Mais ça paraît particulier pour les autres. Mais pour moi, ce fut un choix éclairé sur la base de mon expérience, de ce que je sais. Je savais que je serais utile. Je sais qu'en milieu rural, les femmes ont besoin de sages-femmes. Je sais qu'il n'y a pas de sages-femmes en milieu rural. Et moi, j'aime la campagne. Donc, j'y vais vivre et j'y vais travailler. Pour moi, c'était naturel, mais comme ça sortait des rangs, effectivement, j'ai pas eu, je dirais même qu'au départ, j'ai pas eu d'encouragement. Mais tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est une zone même non aménagée, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Mais oui, je quittais la ville avec le confort où j'étais habitué à avoir l'eau courante, l'électricité, avoir un réfrigérateur pour me retrouver avec une lampe tempête, une lampe torche à reprendre, à reconstruire une vie qui me tenait à cœur. Voilà. Mais au fil du temps, aujourd'hui, au fur et à mesure que ça avance, mon entourage, des amis et même des collègues commencent à comprendre qu'est-ce qui a motivé mon choix, même si on reconnaît quand même que c'est pas un choix anodin parce que ça demande un certain nombre de sacrifices, renoncer à des choses pour de nouvelles choses qui ne sont même pas évidentes. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas Farakoba, est-ce que tu peux nous raconter Farakoba et dans quel état tu as trouvé
donc cet endroit, et en termes de structure de santé, de personnel de soins, quels étaient les besoins? Raconte-nous un peu Farakoba. Alors, Frakoba, c'est à environ 30 minutes de la ville de Bobo-Dioulasso, a priori sur du bitume, donc facile d'accès. Et c'est un village qui s'est construit sur, je dirais que c'est un village d'immigrés, parce qu'il y a un grand centre de recherche, l'INERA, et il y a un centre, une école professionnelle de formation des ingénieurs agronomes. Donc, c'est les fonctionnaires, les familles des fonctionnaires de ces deux centres-là qui, petit à petit, ont constitué la ville de Farakoba. Donc, c'est une ville, tu ne verras pas une majorité ethnique, mais c'est un mélange. Déjà, ce métissage me plaisait bien et voilà, tout le monde s'y retrouvait. J'ai pas du tout été dépaysé, mais quand même, bien que n'étant pas loin de la ville principale, mais dès que tu quittais le goudron, tu étais face au désert, à quelques cases, tu ne voyais plus des maisons en ciment et voilà, c'est les animaux, c'est la campagne. Voilà, dans le climat, dans le type sahélo-soudanais, comme on le sait, quoi. Aujourd'hui, en 8 ans, j'ai vu comment le village se développe. Ça va à une allure incroyable, hein. Ça change. Je suis tenté de dire que quand je m'installais, à la limite, on pouvait même apercevoir ma clinique à partir du goudron, tellement c'était clairsemé. Aujourd'hui, je suis en plein cœur, au centre du village, et le village se remplit et ça se remplit. Je voudrais qu'on parle de la situation actuelle du Burkina Faso. On est dans des situations de conflit, il y a pas mal de déplacés. Comment ça impacte en fait, à quoi tu te confrontes au niveau de Farakoba par rapport au conflit dans le pays, et quelles sont les conséquences dans ton métier? Alors, du fait de l'insécurité, moi, il y a la clinique fixe, mais il y a la clinique mobile qui sort. Il y a des endroits que nous avons dû abandonner par peur de l'insécurité. Alors que c'est des localités où on partait, où on arrivait toujours à trouver une situation ou à décanter une situation, une problématique de santé sexuelle et reproductive. Et ça, voilà, on pourrait penser, oui, c'est un choix égoïste. On a eu peur, on a arrêté les populations. Ils sont obligés d'être abandonnés à eux-mêmes. Mais l'autre aspect, c'est justement voir ces populations déplacées depuis le nord venir s'installer, des taudis, des sortes de bâches, de hangars qui dorment dans du plastique. J'avoue que c'est pas facile. Toutes les fois que j'y vais, je reviens brassé. Je reviens encore plus brassé parce que ces gens-là sont d'un humanisme et qu'on ne retrouve même pas dans la soi-disant population un peu, voilà, la population autochtone pas déplacée. Mais oui, et ces personnes déplacées, ça vient avec les complications de santé. Cette année, je prends l'exemple d'une que j'ai trouvée dans ces camps de déplacés. Et donc, il a fallu que mon équipe, la clinique mobile, aille pour qu'elle se rende compte qu'elle était enceinte. Et comme on leur proposait tous des services gratuits jusqu'à l'échographie, on l'a fait venir à la clinique fixe pour faire une échographie pour découvrir que c'était une grossesse arrêtée depuis déjà un moment. Et nous l'avons soutenue pour aller au centre de référence pour faire évacuer cette grossesse-là. 3 mois après, elle était de nouveau enceinte. Et cette fois-ci, on n'avait pas eu le temps de retourner là où elle était, mais c'est elle qui est venue vers la clinique fixe et on retrouve encore cette deuxième grossesse avec des complications qui ont nécessité l'intervention d'un gynécologue. Nous l'avons encore accompagnée chez les gynécologues. Bref, ça augmente. Ça aurait été en ville, peut-être que 3 mois après, elle serait pas tombée enceinte. Et puis, si elle tombait enceinte 1 an après, elle serait en meilleure santé. C'est vrai que la crise sécuritaire a contribué aussi à beaucoup de populations déplacées.
Et donc, étant en milieu rural clinique d'accouchement, très vite, les soins généraux, le besoin de soins généraux se sont imposés. Voilà, de toute façon, une femme enceinte malade qui a le palu, en tant que sage-femme, tant que c'est pas un palu grave, je peux bien la soigner. Si c'est un palu grave, je peux la référer. Un nourrisson de 0 mois jusqu'à 5 ans, et les sages-femmes au Burkina, nous avons été formés pour pour soigner ces maladies, les maladies courantes de l'enfant et transférer, référer en ville quand le besoin y est. Donc, c'était déjà ça au départ. Au fur et à mesure, d'autres nouveaux besoins, surtout j'ai parlé des soins généraux. Il n'y a pas que les femmes et les enfants, il y a les hommes, voilà, il y a toute la famille, il y a les femmes qui ne sont plus en âge de procréer aussi. Donc aujourd'hui, je vais vers un centre médical intégrant la chirurgie. D'accord. Et je voudrais, Honorine, que tu nous parles beaucoup plus de ta clinique, de ce que tu as mis en place. Cette clinique Wolobougou, déjà, j'aimerais que tu nous dises ce que ça signifie, la clinique Wolobougou. Elle est connue parce que tu as une approche qui est pas très habituelle. C'est-à-dire que tu proposes une médecine qui n'est pas qu'au nanti. Ensuite, tu as une façon d'accompagner les patients et les patientes et par ailleurs, tu mets en place des mécanismes de bienveillance. Comment tu arrives à institutionnaliser une médecine humaine dans ta clinique? Alors déjà, le nom de ma clinique, Wolobougou en langue djoula veut dire, au fait, c'est le diminutif de la case de naissance. C'est la case de naissance, c'est le lieu de la naissance. Dans un sens figuré, c'est le lieu de la naissance bienveillante. Donc la première chose le premier service que j'avais à proposer, c'est la bienveillance que je redonne, voilà, sans modération, qui ne me coûte rien, mais qui à lui seul suffit à rassurer et à créer le lien en tant qu'humain. J'ai souvenir encore des premières patientes, des premières naissances à la clinique, accompagnées par deux, trois femmes mûres, des femmes sages d'un certain âge. Voilà, ce sont elles qui sont autorisées à accompagner les futures mamans en salle d'accouchement. Et nos échanges étaient tellement authentiques et tellement vrais. Le fait juste de leur proposer une infusion de citronnelle qui pousse comme une mauvaise herbe dans ma cour et le fait de leur offrir ça en tant qu'accompagnante d'une parturiente, ça leur semblait comme si elles avaient décroché le jackpot. Donc, vous comprenez que moi qui donne aussi, je reçois je reçois le bonheur de voir que, voilà, humainement, il y a des petites choses qui nous coûtent rien, qu'on peut toujours partager. Et ça seulement, ça crée la confiance, ça détend le climat et on peut facilement exercer. Et aussi, je trouve pas juste que les soins de santé, tout comme l'éducation, soient réservés à seulement les plus nantis. Comme je l'ai dit, le Burkina, globalement, n'est pas un pays très développé et en milieu rural, c'est encore plus criade, alors que la majorité de nos populations vivent en zone rurale, hein. C'est même, n'est pas rendre les soins accessibles en milieu rural, c'est mépriser une majorité de la population d'un pays. Donc, c'est aussi, voilà, mon côté militance que je peux apporter quand on est tous égaux en droit et en devoir. Et puis, oui, que tu viennes avec ou sans ressources, tu vas recevoir les soins à la clinique Wolobougou. C'est ça qui fait la différence. Certes, vous allez me dire, mais comment tu fais? Je donne ce que j'ai. Je ne saurais pas donner au-delà de ce que je n'ai pas. J'ai une ambulance, tu dois être transféré, tu n'as pas de l'argent, je te transfère. Tant que l'ambulance est là et l'essence est là, il y a un chauffeur. Quand il n'y a même pas de chauffeur, je le fais. Donc, effectivement, ça aussi, ça pose la question sur comment je finance, comment je fais vivre cette clinique-là et comment j'arrive à l'autonomiser, ainsi de suite.
Oui, est-ce que tu peux nous en parler justement? Quelles sont tes ressources? Comment tu es financé? D'où te viennent en fait les ressources de ta clinique? Et tu vas mettre même en place une plateforme chirurgicale c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le financement initial est parti des ressources de ma famille, hein, essentiellement de mon compagnon retraité. Et puis, donc, quand j'ai commencé le fonctionnement, et plusieurs années avant l'ouverture de la clinique, j'avais déjà commencé à collecter du matériel médical, des pinces, des boîtes d'accouchement, des compresses, voilà, et dans le réseau de sages-femmes et de soignants voyageurs. Et donc, aujourd'hui, la clinique, le fonctionnement, les actes sont tarifiés. Un tiers des bénéficiaires n'arrivent pas à payer au tarif fixé, mais il y a 2 tiers qui arrivent à payer et ce que les 2 tiers arrivent à payer, ça permet de faire fonctionner la clinique, d'acheter les consommables, d'acheter les gants, d'acheter les compresses, d'acheter de l'alcool et tout ça, et de payer les salaires au minimum au SMIC. Donc aujourd'hui, j'ai un financement hybride, donc j'ai compris que les subventions, les dons, j'en aurai toujours besoin pour donner aussi, c'est parce que je reçois. J'aimerais qu'on évoque la question de la contraception, qui est un enjeu important. Tu dis que les femmes, elles viennent, parfois elles sont obligées de se cacher parce que les hommes demeurent gardiens en fait des corps des femmes. Quels sont en fait les enjeux pour vous, les soignants, de faire adhérer ou de permettre aux femmes d'avoir accès à la contraception? Est-ce que c'est facile et quels sont les problèmes auxquels tu te confrontes? Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, si je suis remuée par rapport à une question, un sujet dans la pratique de la profession sage-femme plus de 20 ans, c'est la question de la contraception. Et pendant les années antérieures, ça a été le domaine dans lequel j'ai le plus travaillé parce que je trouvais que c'était le minimum d'expression de l'appropriation de son corps, de sa liberté, faire des enfants quand je veux et quand je ne veux pas, utiliser les moyens qui peuvent me permettre d'empêcher de faire des enfants, d'avoir une vie sexuelle, une vie amoureuse sans être obligée d'être maman quand je ne suis pas prête et tout ça. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, j'avoue que moi-même, je me pose la question, quel est le problème? Aujourd'hui, moi, c'est vraiment un point de vue honnête que je te donne. Nous, en tant que sage-femme, pendant longtemps, nous avons utilisé le fait d'avoir des enfants quand on ne veut pas ou d'avoir beaucoup d'enfants comme argument pour convaincre les familles à adhérer à la contraception. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, au fait, la grossesse n'est pas un problème pour nos sociétés. La grossesse n'a jamais été un problème. Enfin, j'exagère peut-être, mais en tout cas, c'est mon opinion. La grossesse n'est pas un problème pour la jeune fille de 15 ans qui est enceinte. Moi, c'est ce que je découvre. La grossesse n'est pas un problème pour la femme de 48 ans, presque ménopausée, qui a déjà 5 enfants, qui pensait qu'elle n'allait plus en avoir et ne semble pas être le problème, n'a pas le même poids que nous soignants qui avons fait cette formation et qui avons été en tout cas le personnel clé pour disponibiliser les moyens de contraception aux femmes. Donc du coup, j'avoue que c'est une des questions sur lesquelles je ne dirais pas que je n'ai plus le même engouement, mais quand même, j'essaie d'être plus à l'écoute qu'à faire valoir ce que j'ai appris sur la question. Et j'essaie d'être dans le respect, j'essaie vraiment d'aller comprendre. Et la preuve, en 30 années d'introduction légale des contraceptifs au Burkina, on a un taux de couverture contraceptive d'à peine 20% en ville. Et en milieu rural, vous comprenez que c'est encore très faible. Quand tu dis que la grossesse ne semble pas être un problème, en plus de cela, il y a un taux d'introduction, d'usage de la contraception qui est très faible au Burkina en 30 ans.
avoir un enfant, la reproduction sociale demeure quelque chose qui est une norme instituée très très forte et qui prévaut en fait sur le fait de réfléchir, de s'approprier de son corps, de prendre son temps. Aujourd'hui, on sait que nous, notamment au Sénégal, mais c'est pas qu'au Sénégal, on a de fait des accouchements sous contrainte. Donc un enfant, une petite fille même qui est violée, on l'oblige donc à accoucher de son enfant et n'a pas accès à l'avortement. Qu'est-ce qui en fait par ton expérience, explique en fait ce désamour ou cette méfiance ou je ne sais pas vis-à-vis de la contraception, ce non-usage ou en tout cas ce non-succès de la contraception dans nos sociétés. Et on va parler de l'avortement ensuite, mais d'abord de la contraception. Oui. Absolument, je pense que le besoin de procréer est plus fortement ancré que ce besoin d'appropriation de son corps, de liberté et tout ça. Et la preuve, ce que tu viens d'évoquer, c'est encore d'actualité. Tous les jours, je reçois des jeunes filles de 15, 14, 16 ans et qui sont tombées enceintes sans l'avoir décidé, mais elles n'ont pas le choix que de mener à bout cette grossesse. D'accord. Et justement, en ce moment, dans l'écoute de ces échanges avec ces jeunes gens, moi, je réalise qu'au fait, la fille de 18 ans, tellement elle veut savoir si elle pourrait avoir, elle est féconde. Elle essaye d'abord, elle veut savoir si elle est féconde. Comment tu sais si tu es féconde si tu n'as jamais, n'as jamais eu une grossesse? Donc, elles vont au rapport à risque pour tester leur fécondité avant d'y croire et aller. Sauf que si elles testent et qu'elles sont fécondes et qu'elles tombent enceintes, elles vont accoucher, même si elles n'étaient pas prêtes. C'est paradoxal, vous voyez. Et c'est ça qui nous amène des abandons d'enfants dans des caniveaux, des abandons d'enfants dans la brousse, ou voilà, ce qui est horrible. Oui, oui. Oui, je note que en fait, on est dans des sociétés qui valorisent la reproduction biologique, en tout cas le statut de la femme. La femme, elle est respectable quand elle fait un enfant, quand elle devient enfin mère. C'est une forme de sociabilisation extrêmement importante. Mais de ce qu'on fait de ces enfants, il semblerait qu'on se pose pas trop la question. Nous, on a des enfants dans la rue, des enfants emprisonnés, des enfants violés, des enfants à qui finalement rien n'est prévu. Mais il faut les faire quand même, ces enfants. Pendant longtemps, pour faire adhérer les femmes à la contraception, moi j'ai utilisé cet argument-là. Je leur disais, c'est bien d'avoir 8, 10 enfants si vous voulez. Mais sauf que si tu as 10 enfants et que tu ne peux pas t'en occuper, ça, j'étais en milieu rural, je m'en rappelle encore, et tu vas les envoyer en ville pour aller chercher du boulot. Quand ils arrivent en ville, ils trouvent pas du boulot, ils deviennent des bandits. C'est eux qui braquent les gens, c'est des gros voleurs, ils vont se retrouver en prison. Et puis je leur demandais, mais qui veut que son enfant soit un brigand? Aucune femme ne voulait. Mais j'ai dit, mais sinon on ne contrôle pas. Il faut qu'on accouche ce dont on pourra s'en occuper. Et souvent, après ça, j'avais beaucoup de changements d'opinion, même si les hommes ne voulaient pas. Donc, oui, cette question de que devient l'enfant après, ça ne se pose pas beaucoup. Il faut en parler. Il faut choquer aussi les mentalités pour que les gens comprennent. Voilà, parce que avec toutes ces croyances, la religion, c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui s'en occupe, et puis voilà quoi. Et sur la question des avortements, en fait, qu'est-ce que la loi burkinabé permet ou ne permet pas, et comment ça impacte, quel est dans ton exercice les expériences que tu as par rapport à l'avortement au niveau de ta clinique? Alors, la loi burkinabé aujourd'hui est restrictive par rapport à l'accès à l'avortement. Nous, on parle d'avortement sécurisé aujourd'hui.
La loi est favorable à l'interruption de grossesse dans 3 cas. C'est les cas de viol, les cas d'inceste ou des cas de malformation jugée, de malformation du bébé jugé incompatible avec la vie. Sauf que dans les 2 premiers cas, viol et inceste, il y a toujours un problème de silence. La petite fille qui a été violée, ou elle ne va rien dire, elle va subir, elle va rester, garder le silence seule jusqu'à l'âge adulte. C'est fou, mais c'est aujourd'hui avec des adultes de 50 ans qu'on parle de lait quand elles ont été violées, à 12 ans quand elles étaient chez leurs parents. Elles n'ont jamais en parlé. C'est à 50 ans qu'elles libèrent la parole sur ça. Bref, ça c'est un autre échange. Donc, et en cas de viol, ou c'est le silence, ou si elle a le courage d'en parler, la famille même pour son honneur va dire, bon, il faut taire ça comme ça, on essaie de taire ça au plus tôt avant que tout le village ne soit au courant, sinon cette fille même, elle se fait marginaliser. Et en cas d'inceste aussi, c'est le même silence. Donc, c'est des cas difficiles en cas de viol. Donc, alors que la loi l'autorise en cas de viol quand le viol est matérialisé. D'accord. Donc, Comment tu matérialises un viol quand au moment du viol, tu n'as pas reçu un examen médical sur la personne qui peut certifier qu'il y a eu rapport sexuel. Donc, en réalité, voilà, les cas dans lesquels c'est autorisé, c'est des cas délicats. Il y a plein de grossesses qui sont issues de ces cas, mais qui n'ont finalement pas accès à l'interruption sécurisée de grossesse. Dans les autres cas, c'est pas la loi l'interdit totalement. Donc, alors que, voilà, les grossesses indésirées, il y en a tous les jours, que ce soit chez les jeunes ou même des femmes mûres vivant en couple. Et justement, ceux qui sont informés, leur premier réflexe, c'est aller dans les centres de santé, surtout dans les maternités, venir voir les sages-femmes. Est-ce que tu peux m'aider à interrompre la grossesse? Chez les jeunes filles, le plus souvent, elles arrivent avec une grossesse de 5 mois. Tout ce temps-là, où elles ignoraient la dernière que j'ai reçue. Elle avait presque 5 mois et demi. Elle ignorait qu'elle était enceinte. Elle voyait pas ses règles, mais bon, elle se disait que ça allait revenir. Donc, ça arrive même à des moments où même si la loi l'autorisait, bah, à ce terme-là, c'est trop tard, même dans les pays où c'est autorisé, il y a une limite à un certain nombre de semaines. Bref, la demande, nous avons cette pression morale-là et nous devons parler avec les femmes. Nous sommes tristes parce que il y a encore des communautés qui vont bannir, qui vont chasser une fille qui tombe enceinte avant le mariage. Ça encore autour de moi, il y en a qui tombent enceintes avant le mariage. Elle est chassée pour aller vivre ou chez les garçons dans sa famille maternelle le temps d'accoucher. Bref, il y a tellement de... Nous vivons ça un peu tous les jours, je dirais. mais quelle est, du coup, toi, en tant que soignante, la part de la charge mentale vis-à-vis de ces cas que tu reçois de viol ou d'inceste? Comment tu prends ça en charge? Quelle distance tu mets pour continuer à vivre? Comment, en fait, tu gères cette question de la charge mentale du soignant? C'est vrai, dans l'exercice de cette profession, pas que de sage-femme, mais de soignants en général, il y a une énorme charge, pas de charge mentale qui n'est même pas reconnue au fait. Alors, je prends ces situations où c'est des personnes en détresse qui viennent avec leur détresse. Tu compatis, tu vois bien leur détresse, mais tu es impuissante, tu ne peux rien faire. Et tu es obligé de les convaincre que il faut, même si tu as 14 ans, oui, c'est une grossesse à risque. Voilà, c'est plus tu es jeune, plus tu es en danger avec une grossesse et à l'accouchement. Mais la société n'a rien prévu, donc il faut assumer. Donc quelque part même, c'est refuser le statut de l'enfant. Moi, je vais jusqu'à dire ça. Alors ça, c'est... Nous vivons, nous communions dans cette détresse avec les familles, nous les accompagnons.
Et les familles courageuses qui osent aller dénoncer quand les enfants ont 13, les filles ont 13, 14 ans, qui osent aller dénoncer les auteurs de grossesse qui souvent ont 20, 25 ans, qui sont des majeurs. Et nous les accompagnons aussi parce que c'est pas un pas facile. Tu as toute la pression de la société qui te dit non, il faut régler ça à l'amiable, il faut pas le faire. Au meilleur des cas, ils vont dire donc l'intéressé va marier la fille même si elle est mineure. Donc, c'est un cercle vicieux, c'est tellement infernal. L'autre charge mentale, c'est dans l'obstétrique, même en salle d'accouchement, c'est beaucoup d'émotions, hein. C'est beaucoup d'émotions dans nos conditions de travail limitées où les grossesses sont, je dirais, pas mal suivies, mais le suivi n'est pas à la hauteur de la science aujourd'hui. Nous faisons vraiment avec les moyens de bord, donc c'est pas exclu que beaucoup de choses, de pathologies passent inaperçues et que c'est au cours du travail qu'on se rend compte qu'il y a une difficulté qu'on ne saurait même pas nommer parce qu'on n'a pas tous les équipements pour dire voilà, c'est tel ou tel, c'est toujours des hypothèses et qu'il faut transférer. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. J'avoue que c'est épuisant. Mais quand même, il faut arriver à se restaurer. À côté de ça, il y a des situations merveilleuses, les naissances qui se passent bien, des patientes qui reconnaissent que vous avez été très utile. Voilà, on se réénergise, on se régénère à partir de ça. Donc, tu as souligné la lourdeur dans la question de la gestion de la santé, de l'autonomisation de la femme et de son corps et de son rapport à la société. Est-ce que il faut être féministe pour être sage-femme comme toi? Et quelle est en fait l'importance du militantisme féministe dans ton travail quotidien? Alors, moi, aujourd'hui, je suis convaincue que la vérité se trouve dans le féminisme. Tout ce que nous faisons et que nous croyons même que c'est pas du féminisme, c'est du féminisme. C'est rechercher, le féminisme pour moi, c'est rechercher une justice sociale. Et tant qu'il y a de l'injustice et qu'on essaye de rechercher une justice, un certain équilibre, on est féministe d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, même les sages-femmes qui se reconnaissent pas féministes, qui se revendiquent pas féministes, mais elles sont féministes sans le savoir. Y compris les sages-hommes aussi. Donc moi, je suis féministe dans l'âme et j'essaye d'avoir, de l'exprimer dans tout ce que je fais. Je fais la promotion de la gouvernance féministe. Je trouve que c'est la réelle gouvernance. La bonne gouvernance, le partage du pouvoir, la transparence et tout ça, ce n'est que recherche de justice sociale. Donc oui, le féminisme est l'avenir de la femme, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du monde même, c'est dans le féminisme. Il faut qu'on l'accepte. Honorine, je te remercie d'avoir accepté notre invitation à cet épisode de NDUP. Toi qui es une femme militante et qui milite pour une médecine pour les personnes qui n'ont pas de ressources, qui est en plus une femme entrepreneuse, qui offre en fait, qui décolonise complètement l'approche médicale dont nous avons l'habitude. Je te remercie encore une fois. Je t'en prie, Oumi, merci réciproquement. Merci à toi de m'avoir offert cette opportunité de prise de parole aussi. Et bravo pour cette belle initiative. Ça, c'est des couches pour le changer. Tu pourras le faire après. Je mets les médicaments dedans. On va ajouter les compresses là pour nettoyer le cordon. C'est ça seulement qui manque dedans. Sinon, il y a tout. Tu pourras les raccompagner. Sérum sucré, c'est bien. Ça calme un peu la fête. Merci aux auditeurs de NDUP. Rendez-vous au mois prochain.